Les arcanes majeures. Donc. On va commencer par le battleur, puisque c'est lui qui rassemble et qui synthétise un petit peu le passage entre les arcanes mineures et les arcanes majeures, puisqu'il rassemble sur sa table 4 petits éléments qui sont un rappel, un petit clin d'œil si vous voulez, au symbole des arcanes mineures qui sont l'épée, le bâton, le denier et la coupe. Donc si on regarde le battleur du tarot des Visconti, on voit qu'il tient dans sa main gauche, je peux le mettre ici, là, une baguette. La baguette de l'illusionniste qui est aussi en écho au bâton. Il a sur sa table un petit poignard, qui est un rappel aux épées, un gobelet, qui évoque bien entendu les coupes, et quelques pièces qui sont un rappel au denier. C'est une carte un peu charnière, qui fait un petit peu, si vous voulez, le pont entre les mineurs et les majeurs, donc c'est pour ça que j'aime bien commencer le commentaire par cette carte-là. Alors contrairement au tarot de Marseille, le battleur est ici représenté assis, comme un travailleur laborieux. On a l'impression qu'il est vraiment au travail, il n'a pas l'air de s'amuser follement. Le battleur du tarot de Marseille, c'est plutôt l'illusionniste de rue qui est debout pour impressionner les gens. Là, le battleur, on a plutôt l'impression qu'il travaille dans son coin. Bon, il a son étal devant lui, mais il n'a pas l'air vraiment d'étaler sa grandiloquence devant les passants. Donc c'est une carte un petit peu particulière dans cette optique-là. La papesse est une carte très intéressante. Alors je dis pas que les autres ne sont pas, bien sûr. Mais celle-ci, elle est intéressante parce qu'elle est à première vue très semblable aux cartes de la papesse habituelle, sauf que le livre est fermé sur ses genoux. Elle ne lit pas, elle sait ce qu'il y a dedans. D'habitude, le livre est ouvert, elle a le regard qui plane dessus. Ici, il est fermé, elle a la main posée dessus. Et surtout, regardez comment elle est habillée. Traditionnellement, la couleur de la papesse, c'est le bleu. Ici, elle est habillée dans une espèce de tenue qui rappelle une robe de bure, qui rappelle un petit peu le costume des moines dans les monastères. Il se trouve que cette personne, ce soit probablement Maria Visconti. Donc c'est un membre de cette riche famille du nord de l'Italie, c'est une ascendante de la mariée, de Bianca Maria. Et cette femme, elle était membre d'une secte qui regroupait des artisans de la laine et qui était connue pour leurs vêtements de facture très modeste, presque grossière. Cet ordre, on l'a appelé l'ordre des humiliés, on l'appelait aussi la secte des Guglielmites, qui a été fondée et qui porte le nom de sa fondatrice, Guglielma de Bohême. Et cette secte, elle était fondée sur les prophéties d'un abbé calabré du XIIe siècle, Joachim da Fiore, qui croyait que le Christ allait revenir en 1300 et que cet événement marquerait le début d'une nouvelle ère où les femmes auraient le droit d'être papes. Alors on voit toute la logique de la représentation de cette femme dans la peau de la papesse. Évidemment, c'était Maria Visconti qui avait été choisie pour être la toute première papesse. Son intronisation devait avoir lieu lors d'une messe célébrée dans une église qui avait déjà été retenue, qui était l'église Santa Maria Maggiore. Mais Maria Visconti, évidemment, n'a jamais été papesse, cette soirée, on s'en rappellerait, parce que l'église a vu cette idée d'un très mauvais œil, je vous laisse imaginer, et que la pauvre Maria a été condamnée au bûcher pour hérésie en 1281. Donc du coup, on ne sait pas si le Christ est revenu en 1300, mais vu que depuis il n'y a pas eu de femme pape, on peut en douter sérieusement. Donc, on voit un petit peu le clin d'œil à l'idée, parce que je vous rappelle que le tarot a été dessiné dans les années 1400, à la première mouture date de 1428, donc c'est antérieur de plus d'un siècle et demi à cet événement. Donc on voit un petit peu le clin d'œil à Maria Visconti au travers de cette papesse. L'impératrice, ensuite, c'est la première carte où l'on voit apparaître les traits de Bianca Maria Visconti. Et je peux vous garantir que ce n'est pas la dernière. Parce que Bianca Maria Visconti est représentée très abondamment au travers des personnages féminins de ce tarot. Logique, vous me direz, c'était la mariée. Ça paraît évident. Il faut savoir que les femmes de cette époque aimaient beaucoup se faire représenter sous les traits des personnages célèbres, des personnages allégoriques et des saints.
de l'époque. On pense notamment à Lucrezia Borgia qui adorait se faire représenter sous les traits de Sainte Catherine par exemple. Bref. Donc cette femme, cette impératrice, c'est la première représentation de Bianca Maria Visconti. Et elle a les mains vertes. Alors, c'est pas des gants. C'est pas parce qu'elle savait très bien cultiver les plantes et qu'elle avait un jardin fantastique, non. Ce vert, c'est encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, une représentation de fécondité. Elle a les mains vertes parce qu'elle se prépare à donner la vie, parce qu'elle se prépare à porter l'héritier de leur famille, des familles Visconti et des familles Sforza. Donc, ce qui explique un petit peu ce rappel de couleur. Sur sa robe, elle porte l'emblème de la famille Sforza, c'est-à-dire les 3 anneaux entrelacés. Alors, ce sera très peu visible parce que c'est ton sur ton. Je vous le pointe en espérant que vous pourrez le voir. Mais je posterai des photos de toute façon des arcanes majeures pour que vous puissiez y revenir tranquillement. Et elle porte également un bouclier sur lequel est représenté un aigle noir. Aigle que l'on va retrouver, attention, il n'est pas sous l'apanage vraiment du guerrier comme on peut le voir habituellement, c'est plutôt le sage, la voix d'autorité, la voix de la sagesse. On voit que l'emblème du gouvernement, l'emblème du souverain, chez les Italiens de la Renaissance, c'était un modèle de sagesse finalement, plus qu'un modèle de force. Et on voit toujours sur sa tenue, je vous le montre en espérant que ça se voit, les 3 anneaux entrelacés, symbole de la famille Sforza. On va passer au pape. Le pape qui est un petit peu original lui aussi, alors non pas dans sa posture et dans sa gestuelle, mais plutôt dans ses atours, dans ses vêtements. Déjà, il porte les vêtements typiques des familles Sforza et Visconti, ces vêtements qui sont faits à partir d'hexagones, qu'on va retrouver un peu partout. Même sur les arcanes mineures, par exemple, si je vous sors la reine de denier, on voit qu'elle aussi a le vêtement qui est couvert de ce motif. Tous les personnages ont un vêtement qui est couvert de ce motif. C'est un leitmotiv qu'on va retrouver tout du long. Autre leitmotiv, le vert. Le vert chez un pape, c'est une couleur qui est tout à fait non conventionnelle. À cette époque-là, les papes étaient vêtus avant tout de rouge et quelquefois de blanc, un peu plus tard même. Donc ce vert est ici encore une idée de fécondité, une idée de vie, de naissance, qui va être un petit peu le fil conducteur tout au long de cet arc. Les amoureux ensuite. Alors c'est une des rares représentations où l'on voit Francesco Sforza, le mari. Il est là. Et toujours en face, bien entendu, Maria Visconti. Et oh surprise, elle a les mains vertes, encore une fois. Là, elle est en train de se lier à son époux, donc par l'union des mains, les mains qui se serrent, qui était le geste traditionnel du mariage à cette époque. Cette carte est très différente des cartes que l'on va retrouver ensuite dans la symbolique de l'amoureux. Je vous rappelle que l'amoureux, c'est un homme qui hésite entre 2 femmes habituellement, qui va représenter le choix, puisqu'il hésite entre une femme assez mûre, mais pleine d'expérience, qui lui promet des plaisirs immédiats, et une jeune femme inexpérimentée, mais qui lui promet un engagement marital et un avenir. Donc ici, il n'y a pas de question de choix, c'est vraiment une question d'union. Là où la notion d'indécision peut se poser, c'est sur le visage de l'ange d'amour, du Cupidon, qui a les yeux bandés. Donc c'est une image à la notion l'amour est aveugle, en quelque sorte, et on voit qu'il se prépare à décocher une flèche sur le jeune couple, en particulier sur Francesco Sforza, et une autre qui serait plus dirigée sur Maria Bianca Visconti. On voit qu'il a 2 flèches en fait, une dans chaque main, si vous regardez. Ça peut rendre l'interprétation un petit peu difficile, quelquefois dans certains tirages, quand on n'est pas l'habitude de voir cette iconographie-là. Mais il faut se rappeler que ce jeu a été fait pour un mariage et non pas pour la divination, d'où les symboles un peu contradictoires. On a ensuite la carte du chariot où on retrouve Bianca Maria Visconti. Alors cette fois-ci, elle n'a plus les mains vertes, mais elle tient le symbole donc, de la sphère surmontée d'une croix, qui est aussi tenue, je vous le rappelle, par l'empereur. Là. Voilà, là c'est la bonne.
et qui représente le monde, la domination sur le monde. C'est une carte qui pourrait être posée comme une carte de prosélytisme un petit peu, c'est-à-dire qu'on représente, donc c'est Bianca Maria Visconti, je vais y arriver, sur un chariot avec ce monde dans les mains, donc ça pourrait signifier une volonté de la part de cette famille, de ces deux familles, de d'étendre encore plus leur emprise. Donc c'est une carte qui a un petit côté un peu politique. Notons également que les chevaux sont ailés pour aller plus vite et pour conquérir les hautes sphères plus rapidement si on veut.